À l'aube, sur le polygone de Bemovo-Pisquet, quelque chose claque dans l'air comme une promesse de tempête. Des Abrams surgissent de la brume, lourds, rapides, presque insolents, et l'on comprend en quelques secondes que ces manœuvres ne sont pas un simple spectacle pour caméra. Ici, sur le flanc est, chaque accélération ressemble à un message, et Varsovie ne le fait pas passer par des discours. Le 12 juillet 2024, des soldats du 2e bataillon du 12e régiment de cavalerie, rattachés à la 1re brigade blindée de la 1re division de cavalerie de l'armée américaine, enchaînent les exercices sur Abrams. Ce détail, qui paraît administratif, devient soudain essentiel quand on observe le rythme. Départ en colonne, arrêt brutal, pivot, reprise, franchissement, tir simulé, et tout recommence, sans relâche, comme si l'on répétait une journée qu'on redoute déjà. La Pologne n'est pas un décor, c'est la scène principale, et le terrain lui-même impose sa vérité. Les routes, les bourbiers, les forêts, les bords de champs, tout oblige à prouver que la machine peut arriver à l'heure, au bon endroit, avec un équipage qui garde ses nerfs. Ce qui intrigue, ce n'est pas seulement la présence américaine, ni même la masse d'acier qui s'aligne. Ce qui accroche, c'est l'impression que l'on prépare une réponse avant même d'avoir reçu la question. Les exercices ne se contentent pas de montrer des blindés, ils testent un système entier. La capacité à déplacer, à ravitailler, à réparer, à faire circuler l'information, à intégrer l'infanterie et à rester opérationnel quand tout devient confus. Le mot-clé n'est pas puissance, c'est continuité. Parce qu'un char, aussi impressionnant soit-il, n'est qu'un bloc immobilisé s'il manque le carburant, les pièces, les routes et la coordination. L'Abrams, justement, a été pensé pour encaisser la réalité plutôt que les tableaux d'honneur. Sa trajectoire commence par un aveu embarrassant pour une armée qui se veut en avance. À la fin des années 1960, le parc de chars américains vieillit et la modernisation ne suffit plus à masquer l'écart avec les exigences de l'efficacité au combat. On tente alors un saut technologique avec un projet commun avec la République fédérale d'Allemagne, le MBT-70, annoncé comme une révolution. Dans les faits, l'ambition dévore tout. Problèmes techniques, cons qui s'envolent, désaccords qui s'accumulent, et l'élan se brise. Le rêve d'un char partagé s'effondre, et derrière la déception, une peur froide s'installe. Si un conflit éclate face au pacte de Varsovie, sur quoi s'appuyer quand la vitrine technologique n'a pas tenu ses promesses? La réponse américaine ne vient pas d'un seul coup, elle arrive par une série de portes qui se ferment. Un autre programme, le XM803, ne répond pas davantage aux attentes. Alors, le ministère de la Défense pousse une décision qui ressemble à un pari de survie industrielle. Repartir sur un char fondamentalement nouveau, capable de devenir l'ossature des forces blindées. Le nom de travail, XM815, sonne comme un code, mais à l'intérieur, c'est une bataille. Deux géants se font face, Chrysler Defense et General Dynamics Land Systems, et chacun comprend que l'enjeu dépasse un contrat, c'est une vision de la guerre future. Chrysler avance une idée qui paraît audacieuse, presque provocatrice. Un moteur à turbine à gaz, l'AGT 1500. Sur le papier, cela coûte plus cher, cela consomme, cela exige une discipline logistique. Mais cela promet une puissance spécifique élevée, une fiabilité dans des conditions difficiles, une réponse immédiate quand il faut arracher le char à la boue ou le projeter sur une position. General Dynamics arrive avec son propre prototype, une autre manière de faire. Et pendant que les dossiers circulent, les décideurs ne cherchent pas seulement un char, ils cherchent une assurance. À ce moment-là, l'Abrams n'est pas encore un symbole, c'est une question posée à haute voix. Comment survivre à la prochaine décennie si l'adversaire impose le rythme? Quand Chrysler est choisi, la victoire n'a rien d'un triomphe simple. Il faut fabriquer, tester, corriger. Et en 1978, à Détroit-Arsenal, les prototypes prennent forme. 11 exemplaires passent une série d'essais qui révèlent des faiblesses concrètes, brutales, impossibles à enjoliver. L'admission d'air du moteur se contamine, le potentiel se réduit, et une technologie qui devait donner un avantage risque de devenir un point de rupture. La tension des chenilles pose problème, la transmission aussi, et chaque panne n'est pas une anecdote. Sur un champ de bataille, ce sont des minutes qui tuent. Pourtant, même au milieu de ces défauts, quelque chose apparaît clairement aux testeurs.
La plateforme a un autre niveau de protection et de capacité d'évolution. C'est là que l'histoire devient piégeuse, parce que l'Abrams est à la fois une machine et un programme de correction permanente. Il ne s'impose pas par une perfection initiale, il s'impose par sa capacité à absorber les leçons. En 1979, la production de masse démarre à Lima, dans l'Ohio, et à Detroit Arsenal, dans le Michigan. La première version arrive avec un canon de 105 mm, une protection composite, et l'idée centrale que l'équipage doit rester vivant là où d'autres chars deviennent des cercueils. Puis la montée en puissance accélère. Le M1A1 adopte un canon de 120 mm d'origine Rheinmetall, le RH-120, et la protection se renforce, y compris avec des éléments à uranium appauvri sur certaines versions. Le M1A2 intègre une gestion numérique du tir et des fonctions de commandement qui transforment le char en nœud d'information, pas seulement en pièce d'artillerie mobile. Plus tard, la version SEP-V3 ajoute la protection active Trophy, des systèmes thermiques améliorés et une survivabilité pensée pour des environnements urbains où l'ennemi ne se présente pas en rang, mais en angle mort. C'est précisément ce fil qui relie Bemowo-Piski à l'origine du programme. Sur le terrain polonais, les équipages ne testent pas seulement le canon, ils testent le temps de réaction, la communication, la capacité à tirer et à bouger avant que l'adversaire n'ait compris la situation. Et quand un Abrams s'immobilise pour une vérification, le vrai suspense n'est pas dans l'acier, il est dans le silence des équipes logistiques qui se précipitent, parce que la guerre moderne punit l'arrêt plus que l'erreur. La Pologne observe tout cela avec une attention qui ressemble à une préparation, et l'on devine que derrière les exercices, Varsovie veut prouver une chose simple. Sur son flanc est, personne ne doit pouvoir compter sur la lenteur. À ce stade, une question brûle. Comment un char né d'un échec humiliant et d'un concours industriel est-il devenu l'outil qu'on déploie aujourd'hui comme un avertissement? La réponse commence là où les promesses du MBT-70 se sont écrasées, et là où une décision américaine a été prise dans l'urgence, presque à contre-cœur, avant de changer la trajectoire de toute une époque. Les premiers exemplaires opérationnels quittent les chaînes de production au moment où la tension internationale n'a rien d'abstrait. Dans les états-majors américains, les cartes d'Europe sont couvertes de flèches épaisses, de zones ombrées et de calculs qui tentent de prévoir l'imprévisible. L'idée dominante n'est plus seulement de posséder un char moderne, mais de disposer d'un instrument capable de réagir avant que l'ennemi ne transforme la vitesse en avantage décisif. Ainsi commence la véritable naissance opérationnelle de l'Abrams, loin des salles d'essai et des prototypes. Les premières unités équipées reçoivent leurs machines avec une consigne simple mais exigeante: apprendre à manœuvrer comme si la première journée d'un conflit pouvait éclater sans avertissement. Les exercices changent alors de nature. Il ne s'agit plus de démontrer la puissance du canon ou la résistance du blindage, mais de vérifier combien de temps une brigade entière met pour se déplacer sur plusieurs centaines de kilomètres, établir un point de ravitaillement, reprendre la marche, puis se redéployer ailleurs avant que les observateurs adverses aient compris la logique du mouvement. Les officiers découvrent rapidement que la réussite dépend moins du tir que de l'enchaînement parfait des opérations invisibles. Carburant, pièces de rechange, coordination radio, cartographie actualisée et capacité des équipages à rester efficaces après des heures de tension continue. Au début des années 1980, plusieurs unités blindées américaines sont positionnées en Allemagne de l'Ouest, où l'on considère que la confrontation éventuelle se déciderait en quelques jours seulement. Les Abrams y deviennent une réserve mobile destinée à contre-attaquer des percées mécanisées massives. Cette mission impose un entraînement particulier. Les équipages apprennent à quitter leur zone de stationnement en quelques minutes, à rouler de nuit sans éclairage visible, à changer d'itinéraire au dernier moment et à tirer immédiatement après un arrêt brutal. Chaque exercice ajoute une couche de confiance, mais aussi une pression constante, car personne ne doute que ces scénarios ont été conçus pour une guerre qui, à l'époque, semble presque inévitable. L'Abrams attire également l'attention pour une raison inattendue. Sa turbine à gaz modifie des habitudes des mécaniciens. Contrairement aux moteurs diesel traditionnels, elle exige une discipline différente, notamment dans la gestion de l'air aspiré et dans l'entretien des filtres, essentiels pour maintenir les performances. Les équipes techniques passent des semaines à ajuster les procédures afin d'éviter que les conditions poussiéreuses des terrains d'entraînement ne réduisent la durée de vie des composants.
Cette adaptation permanente devient un trait caractéristique du programme. Chaque difficulté observée sur le terrain donne lieu à des améliorations rapides intégrées dans les séries suivantes, transformant progressivement la machine en plateforme évolutive plutôt qu'en modèle figé. Dans le même temps, les planificateurs militaires commencent à penser en termes de réseau plutôt que d'unités isolées. Les Abrams sont intégrés à des systèmes de commandement qui permettent aux commandants de recevoir des informations presque en temps réel, d'ordonner des déplacements coordonnés et de rediriger les unités en fonction de l'évolution d'une situation tactique. Cette approche modifie la perception du char lui-même. Il n'est plus seulement un véhicule blindé capable de détruire une cible, mais un élément d'un ensemble plus vaste où la rapidité de décision peut peser autant que la puissance de feu. Les exercices conjoints avec les forces alliées de l'OTAN renforcent cette transformation. Sur les plaines d'Europe centrale, les colonnes multinationales répètent des scénarios où chaque unité doit comprendre instantanément les signaux et les procédures des autres. Les Abrams participent à ces manœuvres comme pivot des formations blindées, démontrant une capacité à couvrir rapidement de longues distances, puis à se positionner pour bloquer une progression hypothétique. Les observateurs notent que la combinaison d'un blindage avancé, d'un système de tir sophistiqué et d'une mobilité élevée permet aux équipages de prendre l'initiative dans des situations où quelques secondes de retard suffisent à renverser l'équilibre. Cependant, cette montée en puissance n'est pas exempte d'inquiétude. Le coût de production et d'exploitation suscite des débats internes, certains responsables craignant que la sophistication de la machine n'entraîne une dépendance logistique trop lourde. Pour répondre à ces critiques, l'armée met en place des programmes intensifs visant à simplifier certaines opérations de maintenance et à améliorer la formation technique des personnels. Les résultats apparaissent progressivement. Les temps d'immobilisation diminuent, les pannes critiques deviennent plus rares et les rapports opérationnels commencent à décrire l'Abrams comme un système fiable à condition que la discipline d'entretien soit respectée avec rigueur. Au fil des années, l'image du char change également dans l'esprit des équipages. Les premières générations qui l'avaient perçu comme une innovation complexe commencent à transmettre leur expérience aux nouveaux arrivants, transformant les procédures en réflexes. Les écoles de formation développent des programmes où la coordination entre commandants, tireurs, chargeurs et conducteurs est répétée jusqu'à devenir instinctive. Cette cohésion interne devient l'un des atouts majeurs de la machine. La technologie seule ne garantit rien, mais associée à un équipage entraîné, elle multiplie les chances de succès dans des situations imprévisibles. Vers la fin de la décennie, alors que la confrontation directe entre blocs semble ralentir sans disparaître, l'Abrams s'impose comme le cœur des unités blindées américaines stationnées hors du territoire national. Les exercices deviennent plus ambitieux, intégrant des simulations de combat à grande échelle où les chars doivent agir en coordination avec l'aviation, l'artillerie et les forces mécanisées alliées. Dans ces scénarios, la rapidité de transmission des ordres et la précision des systèmes de tir permettent de frapper des cibles à des distances où l'adversaire potentiel aurait encore besoin de s'organiser. Cette capacité à agir avant l'autre renforce la doctrine qui place les brigades blindées en position de réserve offensive, prêtes à intervenir à tout moment. Pourtant, malgré ces années d'entraînement intensif, une question demeure suspendue. Que se passera-t-il lorsque la machine, testée dans des conditions contrôlées, rencontrera un champ de bataille réel, avec ses imprévus, ses erreurs humaines et ses surprises tactiques? Les équipages le savent, les ingénieurs aussi. Et chacun comprend qu'un jour viendra où les statistiques d'essai seront remplacées par des décisions prises sous le feu. Lorsque l'ordre de déploiement vers le Moyen-Orient arrive au début de l'année 1991, de nombreux équipages comprennent que le moment attendu depuis des années n'est plus une hypothèse stratégique. Les colonnes quittent leur base avec une précision presque mécanique, chargées sur des navires, convoyés à travers des ports saturés d'activité, puis transférés vers des zones d'assemblage où le sable remplace les plaines européennes. Pour beaucoup de soldats, ce transfert brutal vers un environnement inconnu constitue déjà une première épreuve, car la chaleur, la poussière et les longues distances modifient immédiatement les conditions d'exploitation de la machine. Dans les camps avancés, les mécaniciens découvrent un adversaire silencieux mais omniprésent. Les particules fines qui s'infiltrent partout, attaquant filtres, articulations et systèmes sensibles.
Les équipes techniques passent des nuits entières à ajuster les procédures de nettoyage et à renforcer les contrôles avant chaque sortie, sachant qu'une défaillance mineure peut immobiliser un véhicule au moment critique. Cette discipline devient rapidement un rituel collectif, presque aussi important que l'entraînement au tir, car la fiabilité sur plusieurs jours d'opération continue dépend directement de ces gestes répétés avec précision. Lorsque l'offensive terrestre commence, les Abrams avancent dans un paysage où la visibilité peut changer en quelques minutes, passant d'un horizon parfaitement dégagé à un voile de poussière soulevé par les colonnes en mouvement. Les commandants de peloton doivent prendre des décisions rapides, souvent basées sur des informations fragmentaires, et l'efficacité du système de conduite de tir se révèle alors déterminante. Les télémètres laser, les calculateurs balistiques et les capteurs environnementaux travaillent ensemble pour fournir des solutions de tir presque instantanées, permettant aux équipages d'engager des cibles à des distances inhabituelles pour les combats blindés des décennies précédentes. Les premières rencontres avec les formations irakiennes montrent un contraste marqué dans la manière d'utiliser les chars. Les Abrams opèrent souvent en coordination étroite avec des éléments de reconnaissance et des unités mécanisées, recevant des indications de position qui permettent d'anticiper les mouvements adverses. Cette organisation réduit le temps nécessaire pour identifier une menace et concentrer le feu, donnant aux équipages une sensation nouvelle, celle de contrôler le rythme du combat plutôt que de simplement réagir. Dans plusieurs engagements, les tirs sont effectués à des distances où l'ennemi n'a pas encore repéré la source de l'attaque, créant un effet psychologique aussi important que l'impact matériel. La protection offerte par le blindage composite démontre également son efficacité lors des premières confrontations. Des impacts sont enregistrés, parfois à des angles défavorables, et les équipages constatent que la structure multicouche absorbe l'énergie des projectiles, laissant souvent la machine opérationnelle. Chaque incident analysé sur le terrain donne lieu à des rapports détaillés, immédiatement transmis aux équipes d'ingénierie, car l'objectif n'est pas seulement de survivre à la campagne en cours, mais d'améliorer les séries suivantes en intégrant les leçons acquises sous le feu réel. Cependant, toutes les pertes ne résultent pas d'affrontements directs. Certaines machines sont endommagées par des mines, d'autres par des incidents mécaniques survenus lors de déplacements rapides à travers des zones mal cartographiées. Ces événements rappellent que la guerre moderne ne dépend pas uniquement de la confrontation entre blindés, mais aussi de la capacité à naviguer dans un environnement saturé de dangers invisibles. Les équipages apprennent à modifier leurs itinéraires, à adapter leur vitesse et à coopérer plus étroitement avec les unités du génie chargées de sécuriser les passages. Au fil des semaines, l'Abrams acquiert une réputation particulière parmi les unités engagées. Les soldats parlent moins de sa puissance brute que de la confiance qu'il inspire lorsqu'il faut avancer dans une zone incertaine. La combinaison d'une mobilité élevée, d'un système de tir performant et d'une protection solide crée un sentiment de marge de sécurité qui influence directement le comportement tactique. Les commandants osent des manœuvres plus audacieuses, sachant que la machine offre des chances de survie supérieures en cas de contact imprévu. Les rapports opérationnels établis après la fin des combats soulignent un autre élément essentiel. La majorité des véhicules perdus ne l'ont pas été à la suite de duels directs avec des chars ennemis, mais en raison d'explosions de mines, d'accidents ou de tirs amis dans des situations de confusion. Cette réalité pousse l'armée à investir davantage dans l'identification des positions alliées, l'amélioration des communications et l'intégration de systèmes destinés à réduire les erreurs de coordination. Ainsi, même la victoire devient une source d'enseignement technique et organisationnel. Le retour des unités aux bases permanentes marque le début d'une nouvelle phase. Les chars sont démontés, inspectés, mesurés, et chaque composant ayant montré des signes d'usure inhabituels est étudié pour déterminer les modifications nécessaires. Des améliorations progressives sont introduites, allant du renforcement de certaines parties mécaniques à l'optimisation des équipements électroniques, afin de préparer les versions suivantes à des environnements encore plus complexes. L'expérience acquise dans le désert transforme donc le programme Abrams en un projet évolutif alimenté par des données concrètes plutôt que par des hypothèses théoriques. Mais tandis que ces ajustements techniques se multiplient, un autre défi apparaît déjà à l'horizon. Les stratèges observent que les conflits émergents ne se déroulent plus seulement dans des espaces ouverts où la visibilité favorise les engagements à longue distance. De nouvelles zones de combat, plus urbaines, plus fragmentées, commencent à dominer les scénarios de planification,
obligeant les concepteurs à réfléchir à des protections différentes, à des systèmes d'observation élargis et à des moyens de coordination plus étroits avec l'infanterie. L'Abrams, conçu pour affronter des armées mécanisées massives, devra bientôt prouver qu'il peut s'adapter à des environnements où la menace surgit à quelques dizaines de mètres seulement. Au tournant des années 2000, l'environnement stratégique change plus vite que les plans élaborés dans les décennies précédentes. Les opérations militaires se déplacent vers des zones urbaines denses, des quartiers labyrinthiques où les lignes de tir s'effondrent à quelques dizaines de mètres et où chaque fenêtre peut devenir une menace. Dans ce décor imprévisible, les blindés lourds ne peuvent plus compter uniquement sur leur protection frontale ou leur portée de tir. Les équipages doivent survivre dans des espaces étroits, entourés de bâtiments, exposés à des attaques venues de directions multiples, parfois invisibles jusqu'à la dernière seconde. Les premières expériences opérationnelles dans ces environnements montrent immédiatement les limites des configurations existantes. Les flancs et l'arrière des véhicules, moins protégés par nature, deviennent les zones les plus vulnérables lorsque les chars avancent dans des rues bordées d'immeubles. Les commandants constatent également que la coordination avec l'infanterie devient vitale, car sans couverture rapprochée, un blindé peut être isolé en quelques instants. Cette réalité impose une transformation rapide de la doctrine d'emploi et pousse les ingénieurs à concevoir des solutions destinées non pas à remplacer la machine, mais à la rendre capable de survivre dans des conditions radicalement différentes. C'est dans ce contexte qu'apparaît le programme de modernisation orienté vers la survie en combat urbain, connu sous le nom de Tank Urban Survival Kit. Ce paquet d'améliorations n'est pas une simple mise à jour technique, mais une réponse directe aux observations faites sur le terrain. Des plaques de blindage supplémentaires sont installées sur les zones latérales et arrière, renforçant les parties traditionnellement exposées aux tirs rapprochés. Des boucliers protecteurs sont ajoutés autour de certaines positions de tir externes, permettant aux membres d'équipage d'utiliser leurs armes secondaires avec un risque réduit. Chaque élément est conçu pour répondre à un problème concret identifié lors des opérations précédentes. Parallèlement, l'observation devient une priorité absolue. Dans un environnement urbain, voir quelques secondes plus tôt peut faire la différence entre une manœuvre réussie et une immobilisation fatale. Les systèmes de vision thermique et les dispositifs de surveillance périphérique sont donc améliorés afin de détecter les mouvements suspects, même dans des conditions de visibilité réduite. Les écrans internes offrent aux équipages une représentation plus complète de leur environnement immédiat, réduisant les angles morts et facilitant la coordination avec les unités voisines. Cette transformation modifie profondément la manière dont les équipages perçoivent leur mission, car ils ne se contentent plus de viser une cible éloignée. Ils surveillent en permanence un espace tridimensionnel saturé de risques. La communication connaît également une évolution décisive. Les systèmes radio et les interfaces numériques sont modernisés pour permettre une interaction plus fluide avec l'infanterie, les véhicules de soutien et les centres de commandement. Les ordres et les informations circulent plus rapidement, réduisant les délais de réaction dans des situations où chaque instant compte. Cette interconnexion transforme progressivement le char en élément d'un réseau tactique complexe, capable de recevoir et de transmettre des données en continu, renforçant la cohérence des opérations menées dans des zones densément construites. Mais ces améliorations techniques révèlent aussi des défis inattendus. L'ajout de blindage supplémentaire augmente la masse globale du véhicule, ce qui impose des ajustements au niveau de la suspension, de la gestion de la puissance et de la logistique. Les équipes d'ingénierie doivent trouver un équilibre délicat entre protection accrue et maintien des performances de mobilité. Des modifications progressives sont introduites afin de préserver la capacité de déplacement rapide qui constitue l'un des avantages essentiels de la plateforme. Chaque adaptation est testée dans des exercices intensifs, reproduisant les conditions complexes des zones urbaines pour vérifier que les améliorations n'introduisent pas de nouvelles fragilités. Dans le même temps, les menaces évoluent elles aussi. Les armes anti-chars portables, les dispositifs explosifs improvisés et les attaques coordonnées deviennent des facteurs déterminants dans les scénarios modernes. Pour y répondre, des programmes supplémentaires sont lancés afin de renforcer la résistance du véhicule face aux explosions souterraines et aux projectiles guidés. Des systèmes de détection avancés sont intégrés pour identifier les menaces approchantes, ouvrant la voie à des solutions de protection actives capables d'intercepter certains projectiles avant leur impact. Cette évolution marque un tournant,
car la défense ne repose plus uniquement sur l'épaisseur du blindage, mais sur la capacité à neutraliser l'attaque en amont. Ces transformations redéfinissent la perception de l'Abrams au sein des forces armées. Il n'est plus considéré uniquement comme un char conçu pour les affrontements mécanisés à grande échelle, mais comme une plateforme adaptable, capable de répondre à des situations extrêmement variées. Les programmes de modernisation successifs démontrent que la valeur de la machine réside autant dans sa capacité d'évolution que dans ses performances initiales. Les unités qui reçoivent les versions modernisées constatent rapidement que les nouvelles configurations améliorent la coordination avec les autres éléments du champ de bataille, rendant les opérations plus fluides et plus prévisibles malgré la complexité des environnements traversés. À mesure que ces améliorations sont intégrées, les exercices internationaux prennent une nouvelle dimension. Les scénarios simulés incluent désormais des opérations combinées où les blindés doivent soutenir des forces engagées dans des espaces urbains tout en conservant la possibilité de manœuvrer rapidement vers d'autres zones. Cette polyvalence devient un critère essentiel dans la planification militaire contemporaine. Les analystes observent que la capacité d'un système à s'adapter rapidement aux évolutions tactiques est devenue aussi importante que ses performances techniques pures. C'est précisément cette flexibilité qui explique pourquoi, plusieurs décennies après son introduction, l'Abrams continue d'occuper une place centrale dans les programmes de déploiement et d'entraînement sur le flanc oriental de l'Europe. Les versions modernisées, dotées de systèmes de protection active et d'équipements de détection avancés, sont conçues pour opérer dans des environnements où les menaces peuvent surgir à courte distance, qu'il s'agisse de zones urbaines, de terrains mixtes ou de régions densément surveillées. Les exercices contemporains ne visent plus seulement à démontrer la puissance d'une brigade blindée, mais à tester la capacité d'un ensemble complet de systèmes à fonctionner ensemble, sous pression. Pourtant, malgré ces avancées, une interrogation persiste parmi les planificateurs militaires. Dans un contexte où les technologies évoluent à une vitesse accélérée et où les formes de conflit deviennent de plus en plus hybrides, jusqu'où cette plateforme pourra-t-elle continuer à se transformer sans perdre l'équilibre entre protection, mobilité et coût opérationnel? Cette question, posée en silence dans les centres de planification, accompagne désormais chaque nouvelle modernisation et chaque déploiement, laissant entendre que l'histoire de l'Abrams n'est pas seulement celle d'un char, mais celle d'une adaptation continue à des menaces en constante mutation. Les convois qui arrivent aujourd'hui sur le territoire polonais ne ressemblent plus aux déploiements discrets des décennies précédentes. Chaque transfert d'équipements lourds est désormais observé, commenté, analysé presque en temps réel, et cette visibilité transforme la logistique en signal stratégique. Lorsque les premiers Abrams destinés aux unités locales sont livrés, il ne s'agit pas seulement de renforcer une armée nationale, mais d'inscrire une capacité nouvelle dans l'équilibre militaire régional. Les infrastructures sont modernisées, les centres de maintenance agrandis, les équipes techniques formées à un rythme accéléré afin que les machines puissent rester opérationnelles sans dépendre entièrement de l'étranger. La Pologne investit simultanément dans la formation des équipages, consciente qu'un système complexe ne devient efficace que lorsqu'il est maîtrisé jusqu'au moindre détail. Les instructeurs américains et polonais travaillent côte à côte, mettant l'accent sur la coordination interne de l'équipage, la lecture rapide des données tactiques et la prise de décision sous pression. Les séances d'entraînement s'étendent sur de longues périodes, combinant manœuvres de terrain, exercices de tir et simulations numériques destinées à reproduire des situations imprévues. L'objectif est clair, transformer chaque équipage en unité capable de fonctionner de manière autonome tout en restant parfaitement intégré dans un dispositif plus vaste. Les nouvelles versions livrées intègrent des systèmes numériques avancés, permettant une communication directe avec les centres de commandement et les autres unités engagées. Cette interconnexion permet de partager en continu les positions, les alertes et les informations issues des capteurs, créant une vision commune du champ de bataille qui réduit les incertitudes. Dans les exercices récents, les commandants observent que cette circulation accélérée de données modifie profondément le rythme des opérations. Les décisions sont prises plus rapidement, les mouvements deviennent plus synchronisés, et la capacité à réagir à une évolution soudaine s'améliore de manière tangible. Mais l'introduction de ces chars sur le flanc oriental ne repose pas uniquement sur la technologie. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large visant à démontrer la capacité de déploiement rapide et la cohérence des forces alliées. Les exercices conjoints organisés en Europe centrale impliquent des unités venues de plusieurs pays,
chacune apportant ses propres moyens, ses doctrines et ses procédures. Les Abrams y jouent souvent un rôle central, non seulement en raison de leur puissance de feu, mais aussi parce qu'ils servent de plateforme de coordination entre différentes composantes des forces terrestres. Leur présence facilite la mise en place de scénarios complexes où la rapidité d'exécution et la précision des communications deviennent déterminantes. Les analystes militaires notent que cette dynamique crée un effet cumulatif. Chaque exercice améliore non seulement les compétences individuelles des équipages, mais aussi la compatibilité des systèmes utilisés par les différentes armées. Les procédures logistiques se standardisent progressivement, les méthodes de maintenance se rapprochent, et les chaînes d'approvisionnement sont ajustées pour garantir une disponibilité constante des pièces et du carburant nécessaire. Cette harmonisation, souvent invisible pour le grand public, constitue pourtant l'un des éléments les plus importants de la préparation actuelle. Dans les bases où les chars sont stationnés, l'activité ne s'interrompt jamais complètement. Les équipes de maintenance inspectent les composants critiques, remplacent les éléments usés et testent régulièrement les systèmes électroniques afin d'éviter toute défaillance lors des périodes d'entraînement intensif. Les équipages participent eux-mêmes à ces vérifications, apprenant à reconnaître les signes précurseurs de problèmes techniques et à intervenir rapidement si nécessaire. Cette culture de vigilance permanente réduit des risques d'immobilisation imprévus et renforce la confiance dans la disponibilité des véhicules. Parallèlement, l'intégration de nouvelles technologies de protection active et de capteurs avancés continue d'évoluer. Les essais récents montrent que la combinaison de systèmes de détection précoce et de contre-mesures automatiques peut réduire significativement la vulnérabilité face à certaines menaces modernes. Les ingénieurs travaillent déjà sur des améliorations supplémentaires, cherchant à augmenter la rapidité de réaction et la précision des dispositifs d'interception. Chaque amélioration est immédiatement évaluée dans des exercices réalistes, où les équipages doivent tester les limites des nouvelles configurations afin d'en mesurer l'efficacité réelle. Dans ce contexte, les manœuvres organisées en Pologne prennent une signification particulière. Elles ne représentent pas seulement une démonstration de capacité, mais une répétition générale destinée à vérifier que l'ensemble du système, équipement, personnel, infrastructure et logistique, peut fonctionner sans interruption dans des conditions exigeantes. Les observateurs internationaux scrutent ces exercices avec attention, car ils offrent un aperçu concret de la manière dont les forces alliées pourraient réagir à une crise majeure. Chaque déplacement de colonne, chaque exercice de tir, chaque simulation de ravitaillement constitue un test grandeur nature de la préparation opérationnelle. Au fil des mois, les équipages polonais gagnent en expérience et commencent à participer eux-mêmes à des exercices internationaux, mettant en pratique les compétences acquises et contribuant à l'élaboration de nouvelles procédures communes. Cette montée en puissance progressive modifie la perception du rôle des forces blindées dans la région. Elles ne sont plus seulement considérées comme un élément de défense statique, mais comme une capacité mobile capable d'intervenir rapidement pour stabiliser une situation en évolution rapide. Les Abrams, intégrés dans cette logique, deviennent un symbole visible de cette transformation stratégique. Pourtant, derrière cette activité intense, une réalité demeure. La valeur d'une machine ne se mesure jamais uniquement à ses caractéristiques techniques, mais à la manière dont elle est employée, entretenue et intégrée dans une stratégie cohérente. Les exercices actuels sur le flanc oriental cherchent précisément à vérifier cette cohérence, à tester la solidité de chaque maillon de la chaîne et à identifier les points qui nécessitent encore des ajustements. Tant que ces entraînements se poursuivent, l'histoire de l'Abrams reste en mouvement, portée par une succession de modernisations, d'expériences de terrain et de décisions stratégiques qui continuent de redéfinir son rôle. Si cette plongée au cœur de la montée en puissance des Abrams vous a captivé, soutenez la vidéo par un like, laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour découvrir les prochaines histoires où technologie, stratégie et réalité opérationnelle se rencontrent.